L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le grand plaisir d'accueillir dans l'entretien aujourd'hui Mohamed, plus connu sous le nom, c'est pour ça que j'ai directement dit Ben Mohamed, plus connu sous le nom de Ben Mohamed. Ben Mohamed, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être à Radio M. Avec plaisir. Un grand plaisir de vous accueillir ici. Un grand plaisir. Merci. Alors, on s'est vu récemment à Paris autour d'une conférence dont le thème était politique. Oui, le destin de l'Algérie, avec les échéances qui l'attendent. C'était un peu en marge du festival Algérie en mouvement. Vous étiez ce mois de juillet en Algérie pour le festival de Tiferdou, donc Kabylie, Racontar. Ouais, Racontar, oui. Racontar. Et puis vous êtes à Alger à nouveau, en ce début d'automne 2018. Qu'est-ce qui vous rattache encore beaucoup à l'Algérie à ce point, alors que vous êtes parti dans les années 90 ? Mais qu'est-ce qui peut me détacher aussi? Rien. C'est vrai qu'il y a des choses qui m'éloignent un peu de l'Algérie que je rêvais. Mais tout le reste me rattache à l'Algérie. En fait, dans ma tête, je n'ai jamais quitté l'Algérie. Est-ce que c'est le propre des poètes ? Est-ce que vous êtes un poète ? Je ne l'ai pas dit au début parce que c'est pas toujours nécessaire de présenter Ben Mohamed. Vous êtes parolier, vous êtes d'une certaine façon agitateur culturel. Pour les années 60-70, vous l'avez été un peu sur la ligne de frontière de la création culturelle innovante et qui transgresse les lignes. Est-ce que c'est plus une nécessité pour quelqu'un comme vous, voilà, de garder le lien avec le terroir ? Peut-être, oui, effectivement, parce que c'est vrai que, maintenant que tu poses la question, je réalise qu'au niveau de la poésie, par exemple, je produis beaucoup moins que lorsque j'étais ici. Oui. Parce que c'est vrai, je suis loin du terrain et les thèmes sont limités. Parfois, je me dis, est-ce que je suis légitime de parler de certaines choses que je ne vis pas? C'est une question qui se pose, qui peut se poser. Oui. À partir du moment où je ne vis pas certaines choses, Elle a pu peut-être se poser pour des, je sais pas, dans certains, par exemple pour l'humoriste Flag, à un moment donné, continuer à travailler sur la société algérienne en étant très loin pendant longtemps, ne plus être en Algérie, ça peut devenir appauvrissant. Oui, mais lui aussi il s'est posé la question. Je suis sûr qu'il s'est posé la question, mais lui aussi, mentalement, il n'a jamais quitté l'Algérie. Hein. Il est toujours à l'écoute de ce qui se passe dans le pays jusqu'à présent. Hein. Même quand il lui arrive d'écrire des choses qui n'ont rien à voir avec l'Algérie, mais il est toujours à l'écoute parce que je le vois de temps en temps. C'est un très bon ami, donc je sais. C'est pour ça que je l'ai évoqué. L'Algérie d'aujourd'hui, sur le plan de la production artistique et culturelle, on a vécu quand même ces dernières semaines un moment délicat qui nous amène à une introspection. Le départ de Jamal Allem, c'est vraiment un moment où vous avez été parolier de cette grande période d'émergence de textes de chansons kabyles renouvelés. Hein. Vous êtes l'auteur de Ava Venouva, je suis obligé quand même de le rappeler. Ici, le succès mondial chanté, interprété par Idir, départ de Jamal Allem. Dans un autre registre aussi, quand même, générationnel, le départ de Rachid Taha, revenu sur la terre de ses parents, était enterré à Sig. Est-ce qu'il faut être inquiet du point de vue de la transmission générationnelle pour ce qu'a été cette grande période de création qu'ont incarné ces personnages et qui aujourd'hui est peut-être pas renouvelée ? Oui, je suis vraiment inquiet, mais pour une raison encore plus profonde, c'est le recul de la culture dans ce pays. Parce qu'à l'époque des années 60-70, il y avait encore cette génération qui a été formée par l'école française, donc de la critique et de l'autocritique, et même de ce qu'ils ont formé. Mais maintenant, on est
en face de la génération formée par l'école fondamentale, cette école où on apprend et on répète. Alors que l'école, fondamentalement, est faite pour amener l'enfant à réfléchir, pour l'amener à créer, à développer son esprit critique et son esprit créateur. Aujourd'hui, quand un enfant rentre en classe, s'il pose une question à laquelle le prof ne peut pas répondre, au lieu de le reconnaître et de lui promettre la réponse pour le cours suivant, eh bien, il le sanctionne. Parce qu'il lui dit pourquoi tu remets en cause la parole du maître. Oui. C'est vraiment un frein à la création artistique. Absolument. Absolument. La création artistique, elle est bonne, elle est profonde à partir du moment où elle est soutenue par un savoir, par une culture générale développée. Qu'est-ce qui a poussé Ben Mohamed à produire les textes qu'il a produits à la fin des années 60, au début des années 70 à Vavenova? C'est quand même un autre itinéraire, c'est une rencontre avec oui. un patrimoine qui n'était pas révélé. Je suis le produit d'abord de la guerre, parce que de libération nationale. La guerre dite d'indépendance, parce que maintenant on se pose la question où est l'indépendance. Cette guerre d'indépendance, où j'ai vécu quand même des choses, par exemple quand le FLN a brûlé mon école. Pour moi, ça a été une grande frustration qui le reste jusqu'à présent. Parce qu'on ne brûle pas la maison du savoir. Quelle année? C'était en 56 ou 57. Oui, c'était encore désorganisé. Voilà. On a brûlé mon école. 56, peut-être après l'appel du 19 mai? Non, c'est avant. Parce que, justement, mon père m'a ramené à Alger pour continuer mes études et j'ai été rattrapé par la grève des 8 jours. Et cette grève des 8 jours, pendant cette grève, les militaires français venaient chercher les enfants dans les maisons et les emmenaient de force à l'école. Et mon père m'a caché. Dès qu'il a pu m'envoyer en Kabylie, il m'a renvoyé. J'arrive en Kabylie, c'était la zone interdite. Je ne pouvais plus aller à l'école. Donc un imaginaire fondé d'abord par la guerre. Par la guerre, ensuite, absolument. Par la guerre. Et ensuite, à côté de ça, il y a l'atmosphère culturelle de Kabylie. Ma première école, c'est d'abord ma mère. Ma mère qui chantait tout le temps, mais elle ne chantait pas n'importe quoi. La plupart du temps, c'était pour me transmettre des messages. Des choses qu'elle ne pouvait pas me dire directement comme ça. Je rentre, elle commence un poème. Je savais ce qu'elle voulait me dire directement. Après, il y a eu... avant ça aussi, et même après, il y a eu Slimane Azem. Slimane Azem, il ne faut pas oublier que ça a été le premier qui a fait rentrer la chanson dans les foyers kabyles. Avant Slimane Azem, même quand on achetait des disques, quelques privilégiés qui avaient des tourne-disques, les trucs là avec la voix de son maître et tout ça, oui. Ils écoutaient les disques en cachette. Parce que c'était mal vu de chanter et d'écouter des chansons. D'accord. Dans la société traditionnelle kabyle. Dans la société traditionnelle, c'était mal vu. Et comment on forge un sens critique, Ben Mohamed, dans un contexte comme ça? C'est l'école qui l'a donné? C'est l'école non, là, ça a été le début de ma politisation, si tu veux. D'accord. M'éclairer sur certaines idées politiques. Bon, pour le reste, ça a été un peu l'agitation culturelle qui existait dans les années 60-70. Les années 60-70, si tu te rappelles, il y avait des débats, il y avait un certain nombre d'activités
pour Alger, malgré la censure, malgré la sécurité militaire, le pacte unique militaire et tout ça, mais je pense qu'avec le recul, je pense qu'à l'époque, ils avaient laissé des petites soupapes comme ça de sécurité pour que le peuple n'étouffe pas complètement. Donc il y avait des espaces de liberté comme ça. Alors c'était le théâtre et culture, c'était la cinémathèque, c'était le Mougar, c'était le cinéma français avec comment on appelle ça, les ciné-clubs. Et c'était des débats d'un très haut niveau. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que réellement ces espaces-là n'existent plus du tout en Algérie et les acteurs pour animer ces espaces avec un sens critique, pour produire de la culture, on va le dire, alternative, n'existent plus en Algérie? Oui, mais maintenant il n'existe plus. Et même si on essaie de le reconstituer, on a du mal parce que tout de suite le débat tourne à l'invective et aux insultes. On n'a plus le sens d'analyse parce que ceux qui viennent maintenant, c'est le produit de l'école fondamentale. Qui ne savent pas débattre, c'est ça? Ils ne savent pas débattre. Ils savent insulter. Quand ils manifestent, ils sortent pour manifester. Et c'est pour casser les voitures, le magasin du voisin. Et puis, ça y est, il est tranquille. Il n'obtient rien le soir, mais il arrive dans son lit, il est heureux parce qu'il a cassé la voiture du voisin. C'est pas ça. Un peuple politisé, c'est pas ça. Oui. Alors, quand même, est-ce que ce peuple, il n'est pas un peu sublimé par ses auteurs, par ses poètes, en Kabylie en particulier? Matoub Lounès a incarné quand même la sublimation de la contestation avec ses chansons, etc. Et d'autres auteurs, Louni Saïd Meglet dans un autre registre. Oui. Donc, ça passe quand même aussi, l'expression passe aussi par la résistance, passe aussi par la culture qui est produite et consommée par les jeunes. Donc, c'est pas totalement perdu. C'est pas totalement perdu. Et en Kabylie, il y a une situation particulière. Par rapport au reste de l'Algérie, je pense que c'est une situation particulière. Le reste de l'Algérie, ça passe par le rap, peut-être plus. À Annaba, pendant longtemps, il y a eu Lotfi Dobkanon qui a incarné une forme de culture populaire dissidente. Oui, mais le rap, ça reste, pour moi, c'est pas quelque chose qui vient du fond de l'Algérie. Imitation? C'est de l'imitation. C'est bien, je ne veux pas dire que c'est mauvais, mais pour moi, la véritable contestation doit venir des tripes et des racines du pays. Avec des mots d'expression rattachés à la culture du pays. Absolument, absolument. Par exemple, quand je pense à Nasr Rewan au Maroc, oui. Leur force, ça a été d'être profondément enraciné dans la culture populaire, au point où, comme il y a une rupture entre le pouvoir et le peuple, le pouvoir ne comprenait pas tous les mots subversifs qu'il y avait dans les chansons. Ils avaient mis beaucoup de temps avant de les saisir. Les codes. Voilà, les codes. Les codes qu'il y avait. C'est ça, il faut maîtriser les codes de la culture populaire. Alors, les codes justement, on a pendant les années difficiles, ça passait aussi par le théâtre. Ben Mohamed a adapté Mohamed Pontavalise de Kateb Yassine, la tirade de Slimane Issa dans Bab el-Gharq. Aujourd'hui, vous trouvez que c'est un art qui s'est perdu, celui de faire passer des messages par la poésie populaire, qui parle la même chose que les gens dans leur langue de tous les jours. C'est quelque chose que les artistes n'arrivent plus à refaire de la même manière. Ils arrivent à faire, mais ça a changé. Ça a changé en quoi? Avant, c'était dans le domaine artistique que l'évolution s'était faite. La révolution s'était faite dans le domaine artistique. Aujourd'hui, on prend des discours politiques auxquels on met des rimes. Oui. C'est différent. Complètement. Ça n'a pas le même sens et la même portée. Voilà. Il manque donc des paroliers dans le champ artistique. Il manque des Ben Mohamed.
Enfin, je ne dis pas ça, mais non. Alors, moi, j'ai eu la chance, quand même, de passer par la radio. C'est grâce à la radio que j'ai pu faire, la chaîne 2, que j'ai pu faire connaître ma poésie, mon travail, auprès du grand public. Aujourd'hui, il m'arrive de rencontrer de très bons poètes, mais ils n'ont pas de moyens de faire connaître leur poésie. Elle reste comme ça dans les tiroirs, et de temps en temps un festival, mais un festival c'est un jour, 2 jours, une semaine, et puis c'est fini. Et les éditeurs ont de plus en plus de mal à éditer des poètes aujourd'hui. Oui, ce sont les manuscrits qui restent le plus longtemps dans les tiroirs. Oui, absolument, mais ça a été toujours comme ça. La poésie, c'est la plus difficile à éditer. Alors, l'expression en général en Algérie, sens critique, rénovation et tout ça, on va dire, pas rassurante, la façon dont ça a évolué, à cause de cette génération que vous avez décrite, qui a peut-être reproduit l'école coranique dans son mode de pensée à travers l'école fondamentale. Je résume un peu ce que vous avez dit en première partie, je ne vous trahis pas votre pensée. Hein. Oui, voilà. Alors, on a calqué l'école publique sur l'école coranique. Oui. Alors, est-ce que... C'est grave pour un maître de l'école publique qu'il prend sa parole pour une parole coranique, Bien sûr. Alors, une parole divine. Pour que l'art interpelle une âme, il faut qu'il soit en phase, en résonance avec cette âme. Ça passe par la langue. Oui. Ça passe par la langue. J'ai reçu ici Malika Baraka, docteur Malika Baraka, je voulais dire, docteur Malika Baraka, qui nous a expliqué que la culture d'expression kabyle continue à être menacée en dépit du fait qu'elle a été reconnue par la Constitution comme langue nationale, puis reconnue comme langue officielle, qu'on est censé l'enseigner, etc. Est-ce que vous considérez, Ben Mohamed, qu'elle est réellement menacée, cette culture, y compris aujourd'hui? Oui, et encore plus menacée qu'avant. Parce qu'avant, elle était menacée par le pouvoir politique. Et c'était mobilisateur vis-à-vis des berbérophones en général. Oui. C'était mobilisateur. Aujourd'hui, qu'elle est devenue libre, ça a démobilisé justement les locuteurs berbérophones. Et donc ils ne font plus l'effort de la transmettre, de la protéger. De la transmission. Aujourd'hui, il est rare de trouver une mère qui parle sa langue maternelle à ses enfants. Pas en Kabylie, peut-être à Alger ou d'autres villes. Même en Kabylie. Les mamans kabyles ne vont pas parler en arabe à leurs enfants. Elles leur parlent en français, elles leur parlent en arabe, ça dépend des familles. Pour se montrer civilisés, on leur parle en français. Et c'est un vrai danger. C'est un vrai danger. Et cette fois, c'est un combat. Alors que cette langue-là est utile non seulement pour elle-même, pour nous, mais elle est utile aussi pour pouvoir accéder à d'autres langues étrangères. Parce qu'il se trouve qu'en Kabyle, par exemple, on a des sons qui n'existent ni en arabe ni en français. Le les Kabyles algérois, ils ne savent pas dire igni, ils disent igni. Ils ne savent pas dire ekel, ils disent ekel, etc. Donc, alors que chez les Allemands, le che existe. Donc un Kabyle peut apprendre l'allemand plus facilement qu'un arabophone. Ben Mohamed, qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper cette dégradation de l'utilisation de la langue et de l'environnement culturel qui va avec? C'est un travail de conscientisation qui appartient à vous, les journalistes, les gens des médias, et puis les intellectuels, tous ceux qui font des interventions comme ça, publiques, faire un travail. Moi, le truc de mobilisation, ça m'énerve. Mobiliser les gens autour de tel truc. Non. Quand on mobilise quelqu'un, c'est-à-dire on arrive à l'entourlouper avec de belles phrases, mais le lendemain, il trouve quelqu'un qui a un meilleur discours, il le suit. Tandis qu'en amenant les gens à prendre conscience des réalités politiques, culturelles, sociologiques, etc., eh ben, là,
une fois qu'il prend position, que la personne prend position, c'est pas le premier venu qui vient l'entraîner, ou alors elle va applaudir le premier venu, ou voter pour le premier venu, etc. Mais quand même, dans le contexte d'aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu une peine perdue quand on voit un peu les acteurs qui sont en jeu? On est dans une compétition de langue qui est devenue globale, qui est devenue mondiale, avec Google. Et avec la consommation d'Internet, on a l'impression de lutter contre quelque chose de... Il y a une disproportion. Oui. Le problème maintenant est universel. Il n'y a pas que la langue berbère qui est menacée, ou la langue arabe, ou la langue française. C'est, en fait, la culture universelle, elle s'enrichit des différences, des différentes cultures, des différents pays, des différentes tribus même, chacun apportant sa pierre. Or, aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul prof, c'est M. Google. Et on passe au stade de la standardisation des idées, de la culture. Et des référents idéologiques, finalement. Oui, aussi. finalement, un appauvrissement de cette culture universelle qui risque de coûter cher à tous les pays. Oui, voilà. Oui, finalement. Alors, on va quand même essayer de finir cet entretien sur des notes positives. Vous êtes venu au Festival Racontar cet été à Tiferdoud. Il y a quand même une tentative de s'appuyer sur certaines valeurs villageoises qui sont liées au terroir, qui sont liées au patrimoine culturel et qui peuvent se connecter avec de nouveaux procès de production de la culture et de l'art. Vous regardez comment ce processus-là? J'ai cité Racontar parce qu'il y a un festival qui est très particulier, qui se déroule chaque année dans un village qui est pris en charge par les villageois. Mais on peut imaginer à l'échelle du pays, à l'échelle de l'Algérie, des tentatives de ce type-là qui permettent de refaire vivre à partir des fondamentaux du pays, une culture innovante. Oui, et j'espère que l'expérience de Racontar, parce que cette année, il y a eu des gens des autres régions du pays qui sont venus voir ça, et ils étaient émerveillés. Et j'espère qu'ils vont prendre le relais dans leur région, c'est-à-dire avoir ce regard introspectif sur nous-mêmes. Parce que le problème chez nous, en Algérie, le problème fondamental, c'est que nous avons des gens lettrés en français et qui pensent que tout nous vient de l'Occident, des gens qui sont lettrés en arabe qui pensent que tout nous vient de l'Orient, et ce regard introspectif en nous-mêmes, ce que nous avons, on ne l'a pas. Ou pas suffisamment. Pas suffisamment. La seule personne que j'ai connue qui avait cette capacité dont nous avons besoin aujourd'hui, c'était Del Mouloud, c'était Mouloud Mamri, parce que Mouloud Mamri, on pouvait le mettre dans n'importe quelle université du monde. Il pouvait avoir ce langage universel qui peut nous honorer, et on peut le mettre dans l'assemblée du village, des vieux sages du village, et tenir leur langage, se comprendre avec eux. Or, aujourd'hui, ce que nous avons des gens qui peuvent tenir ce beau langage au niveau du village, mais qui devant les universitaires, ils ne peuvent rien dire, ils seront muets, et inversement, des gens qui peuvent avoir un beau langage universel, mais arriver là où ils doivent s'exprimer sur des valeurs locales. C'est-à-dire dans les milieux populaires, on va dire. Dans les milieux populaires, là, ils ne savent pas parler. Parce qu'ils n'ont pas les codes des milieux populaires. Oui, parce que, d'ailleurs, regarde, maintenant dans la rue, tu sors dans la rue, est-ce qu'un jour, tu as entendu quelqu'un parler dans une seule langue du début jusqu'à la fin? On ne maîtrise aucune langue. Ni l'arabe, ni le français, ni le berbère, ni rien. Aujourd'hui, la poésie de Ben Mohamed, un jeune on va dire d'Azazga ou de Ain el-Hammam, il aurait du mal à la comprendre?
Oui, il y a oui, souvent je suis obligé d'expliquer des passages. Pourtant, ce n'était pas ésotérique. Dans les années 70, c'était on ne peut pas dire que ce soit de l'ésotérisme à l'époque. Oui, il y a aussi Ait Maguellat. Souvent, des gens viennent me voir, me demander de leur expliquer les textes d'Ait Maguellat. Oui. Donc il y a quelque chose. Parce que Ait Maguellat aussi travaille beaucoup sur ces questions-là. Oui, il y a quelque chose qui se perd. Alors. Oui. De ce point de vue. Alors, on a évoqué Slimane Azem, on a évoqué Mamri, il a vécu en Algérie et au Maroc, mais on va dire que c'est de la diaspora. On a évoqué, on vous a évoqué vous, on a évoqué Jamal Alam, on a évoqué Rachida, la diaspora, les Algériens de l'étranger, dans le processus de renouvellement de la culture, de l'art algérien. Ils ont toujours joué un rôle d'avant-garde. Et comment ce rôle peut se poursuivre dans l'avenir, Ben Mohamed? Normalement, la diaspora, elle a toujours joué un rôle important. D'ailleurs, c'est bien simple. Le premier parti digne de ce nom qui s'est créé pour la libération du pays, c'était l'Étoile nord-africaine. Elle a été créée en France. Bon. Et après, pendant la guerre de libération aussi, l'apport de la Fédération de France a été très important, surtout au niveau financier. Mais à côté de ça, il y a eu quelque chose quand même qui s'était brisé, que, par exemple, avant la guerre, quand un Kabyle ou un Chaoui allait en France, il allait dans sa communauté, les gens de chez lui. Il était pris en charge, on lui trouvait un logement, on lui trouvait du travail, mais en même temps, il était surveillé, on avait l'œil sur lui, parce que s'il commence à boire trop, aller avoir de mauvaises fréquentations, les plus âgés, ils le prennent à part, ils lui disent « Attention, tu es venu pour nourrir ta famille, tu n'es pas venu pour ça. » Bon. Cet univers a disparu. Cet univers a complètement disparu. Et il a commencé à disparaître comment? C'était avec l'histoire MNA et FLN, qui a divisé même des familles. Parfois, on trouve deux frères, un du MNA et un du FLN, et ils sont entretués. Ça a brisé quand même une unité très solide. C'est vraiment mais quand on observe un petit peu... Et ça a laissé des traces. Quand on observe un petit peu, il y a quand même des Algériens qui sont partis d'ici, qui continuent de produire... quelqu'un comme Razak Alouche continue à produire des films alors qu'il vit plutôt en France, plutôt longtemps. Je pense aussi à Mazir Kateb qui a renouvelé un art pour rester dans la parole populaire et l'expression. Il a renouvelé un art. C'est le fils de qui C'est le fils de Kateb Yassine. Très bien. Mais pour dire que tout ne s'est pas cassé, donc il y a quand même une possibilité d'irriguer l'Algérie à partir des expériences. Absolument, oui. Oui, mais bon, maintenant, avec, encore une fois, la modernisation des moyens de diffusion, etc., d'abord, il n'y a plus d'éditeurs. On parle d'éditeurs musicaux. D'éditeurs musicaux. En France, il n'y en a pas, et même ici, il n'y en a pas. Pourquoi? Ça a commencé par le fait que ça manquait de professionnalisme. Mais le CD est en crise un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, ça se passe sur le net. Hein. Oui, maintenant sur le net. Et nous, on n'arrive pas à suivre, à nous mettre... et à protéger les droits d'auteur. Au diapason avec les nouvelles technologies. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'il faut un bagage intellectuel et comment dirais-je, et technique pour pouvoir accéder aux nouvelles technologies, etc.
Donc c'est un handicap important. Plus le fait que nos éditeurs ne sont pas des professionnels. Quand on voit des éditeurs, alors le chanteur, il va enregistrer à ses frais, payer les musiciens à ses frais et préparer tout le produit et l'amener à un éditeur. L'éditeur, il sort ce qu'il veut et il ne donne pas de compte au chanteur. Et puis il peut rééditer, même il achète des vignettes à Landa, il les achète pour tel chanteur et il les colle à un autre chanteur. C'est des trucs... Malika Matoub, la sœur du regretté Matoub Lounès, nous a raconté ici à cette antenne combien la partie qui revenait à la famille Matoub des droits de vente de ces CD était ridiculement basse, et c'est effectivement tout ce système-là de l'édition qui n'est pas maîtrisé. Oui, c'est pas maîtrisé. Il y a le piratage maintenant, il bat les records. Ben Mohamed, vous étiez à Paris pour une conférence politique et s'inquiétez de l'avenir de l'Algérie. Vous faites confiance quand même à l'Algérie, à la jeunesse, en dépit de tout cela. Vous dites qu'on s'en sortira par la chanson, par l'art, par l'innovation, peut-être, par le théâtre. Il y a des choses qui me redonnent confiance. Quand je vois, par exemple, certains villages comme Tiferdoud, comme Zoubga et d'autres villages qui se réorganisent, qui réhabilitent les valeurs traditionnelles, en particulier la valeur respect, la valeur propreté, parce que quand on rend un village propre, ça veut dire que les habitants sont propres dans la tête aussi. Ce n'est pas seulement la propreté des rues, ça symbolise la propreté de l'esprit. Donc, c'est ce travail-là de réhabilitation du respect, de ne pas rouler en voiture, prendre sa bière et jeter sa bouteille dans la nature, pour moi, c'est un manque de respect pour soi-même déjà. À partir du moment où on se crée un environnement sale, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans la tête. Oui. Voilà. Mais donc des motifs d'espoir, ça commence dans des villages. Je suis rentré dans ce village de Zoubga, il ne s'attendait pas parce que les personnes qui devaient nous accueillir, on n'a pas pu les joindre. Donc on est parti comme ça à l'improviste. On arrive. Je rentre par une rue propre avec des poubelles à distance régulière. On arrive à la place du village. On trouve quelqu'un avec un balai et derrière lui, quelqu'un avec un karcher. Il était en train de nettoyer la place. Et j'ai demandé aux gens après, ils m'ont reconnu, on a discuté. J'ai dit, est-ce que ces gens-là, vous les avez désignés pour faire cette tâche? Il m'a dit, pour ça, non. Il y a des tâches qui sont fixées comme ça à des personnes par tour de rôle. Il m'a dit, mais pour ce travail-là de nettoyage, dès que quelqu'un voit une saleté, il est sur la place, il la voit, il se lève, il balaye de lui-même. On n'a pas besoin de lui demander. Et c'est vrai, j'ai vu un groupe de jeunes qui étaient assis un peu plus loin sur une marche. Quelqu'un parmi eux, il a dû manger un bonbon, il avait un bout de papier dans sa main. À un moment, il s'est levé, il est allé jusqu'à la poubelle pour le jeter. Pour moi, c'est un symbole extraordinaire. Absolument. On peut être effectivement... ça ne tient pas à beaucoup, hein, mais... Oui, alors comme une question d'actualité, mais bon, j'aurais dû rester sur la poésie pour l'actualité. On a reçu Béchir Deraïs la dernière fois ici. Il nous a parlé de son prochain film, dédié, un biotype encore, dédié à Matoub Lounès. Vous avez écrit les dialogues de Lenan Soumer. Fatma Soumer, oui. Fatma Soumer, voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Ben Mohamed écrive les dialogues du prochain film de Béchir Deraïs, parce qu'il s'agit de Matoub? Non. Là, on vous a pas approché, mais je pose la question quand même. Non, parce que je ne connais pas assez de choses de lui. Bon, je l'ai bien connu, c'était un ami, c'était quelqu'un qui m'a respecté beaucoup. D'autant plus que j'ai été le premier à le passer à la radio. Et d'ailleurs, 2 semaines après ou 3 semaines après, on m'a enlevé l'émission.
Mais bon, c'était ça, la règle du jeu. J'étais habitué aux censures. Je n'ai jamais eu une émission, pendant toute la période où j'étais à la radio, je n'ai jamais eu une émission qui a duré une année. Chaque fois, on m'enlève une émission. Après, on me donne une autre, avec l'espoir que je serai plus sage, mais bon, je n'y peux rien. Ça s'apprend pas. La sagesse, ça s'apprend pas. Je crois en ce que agitateur culturel, on l'avait dit. Merci beaucoup, Ben Mohamed. Merci d'avoir été avec nous sur Radio M. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.